Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube pour UGK Trading. Aujourd'hui, je suis avec Ricardo Trading qui fait de l'investissement dynamique et qui va nous parler du coup un petit peu de son métier et de son profil d'investisseur. Et justement, Ricardo Trading, alias Richard, je l'ai rencontré au salon du trading, notamment là où j'animais une conférence pour Darwinex. Et si je dis pas de bêtises, Ricardo, quand tu vas te présenter, tu travailles aussi de manière indirecte avec Darwinex. Du coup, je te laisse te présenter. Salut Faustin. Oui, tout à fait. On a un point commun, c'est Darwinex effectivement, et qui a gentiment voulu sponsoriser ma chaîne, comme la tienne, à vrai dire. Et la particularité qu'il y a avec moi, je ne sais pas si c'était ton cas à toi, mais moi, il m'a sponsorisé dès le démarrage. Donc c'est vraiment une entreprise un peu particulière dans le sens où Darwinex, il croit dans des projets et il court pas après des followers. Et du coup, merci Nicolas, merci Darwinex. Si nous regarde, c'est vrai que c'était aussi mon cas. Et donc explique-nous un peu ton parcours sur les marchés financiers, ce que tu fais, de l'investissement dynamique, qu'est-ce que c'est également, et tout simplement ce que tu fais en ce moment avec Ricardo Trading, notamment ta chaîne YouTube, ton compte Twitter, ce que tu fais un peu en lien avec les marchés financiers. Alors moi, à l'origine, j'ai 50 ans, hein, ça va te faire sourire, mais ça y est, j'ai un peu de bouteille. Moi, je me suis passionné pour la bourse dès 1987 avec le plus grand crack de l'histoire. Hein, finalement, en une journée, le Dow Jones qui avait fait moins 22. Il y avait pas de coupe-circuit à ce moment-là, donc ça a été une folie. J'avais quel âge? J'avais 14 ans. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Ma première action que j'ai achetée, c'était Eurotunnel, voilà. Et c'était encore mon père qui allait à la banque passer les ordres en passant au guichet. Ok. C'était vraiment un autre monde. Et puis j'ai fait mes études en finance d'entreprise, et puis avec le biais aussi finance de marché et ma carrière finalement. Je suis parti vers la finance d'entreprise où j'ai été dirigeant pendant une dizaine d'années en sauvetage d'entreprise. Donc, si tu veux, j'ai un bagage de connaissance des entreprises en elles-mêmes, comment fonctionne une entreprise, comment lire les chiffres d'une entreprise. J'ai l'expérience du terrain et puis la passion maintenant très ancienne des marchés financiers. En ayant observé dans ces moments-là où j'étais dirigeant, j'observais les marchés parce que j'avais pas le temps d'aller dessus. J'ai vu le crack de 2008. En tant que dirigeant, je peux te jurer que ça a été très compliqué. Ouais, j'imagine. Ouais. Et puis j'ai décidé après des aléas de vie, j'ai décidé de me consacrer à ma passion qui est très ancienne à la bourse et du coup ça fait maintenant 7 ans que je ne vis que de revenus issus des marchés financiers par différents biais, mes comptes de trading, mais aussi d'autres activités. Et ça me permet de lever le matin avec le sourire et la patate tous les jours. Et donc, ok, super. Et t'accompagnes du coup des particuliers et des professionnels justement dans l'investissement dynamique, on va en parler par la suite, où c'est vraiment, on va dire, 90% de l'investissement. Donc il y a vraiment une partie aussi formation dans tes activités. Explique-nous. Alors moi, aujourd'hui, mes revenus, c'est un tiers, c'est un gros tiers, c'est plus qu'un gros tiers, c'est peut-être à peu près la moitié, ça va être de la formation. Effectivement, où je forme des gens, j'ai créé un programme de formation qui s'appelle La Bourse, il y en a qui vont réussir. Ça, c'est la première partie, c'est la première chose que j'ai faite, hein, c'était 100% de mes revenus il y a encore 2 ans. Et puis maintenant, j'ai une activité aussi de chroniqueur pour site financier, qui me permet aussi d'avoir un complément qui prend un peu d'ampleur parce que ma foi mon style un petit peu décalé, un peu pas trop pas vraiment je dirais protocolaire et je dirais universitaire plaît bien, donc j'ai un avis un petit peu exacerbé parfois sur certains sujets et ça plaît à des gens qui ont besoin d'avoir des contenus donc voilà, ça a complété et puis et avec ça j'arrive à vivre de ça. L'idée c'était quand je commençais à y arriver, c'était d'avoir des revenus à côté dans une activité professionnelle classique qui n'est pas tout à fait classique finalement, et puis faire que mes comptes de trading deviennent mon épargne pour plus tard. Et donc voilà, on arrive à faire des choses sympas dans des domaines où finalement il y a des gros besoins, les gens ont besoin d'informations, besoin de se former, besoin d'apprendre, et je sais que toi aussi tu le fais, donc voilà, c'est quand même une activité passionnante, on rencontre des gens formidables et puis qui ont vraiment des besoins. Clairement. Alors ici sur la chaîne YouTube UGK Trading, on a une audience en Suisse, mais également une audience en France. Et c'est vrai que pour le côté un peu France, on va dire qu'il y a un gros manque d'éducation en matière d'investissement en bourse. Alors le trading, c'est autre chose, mais l'investissement en bourse, c'est vrai que ça devrait être beaucoup plus populaire, surtout quand on voit les difficultés qu'on a aujourd'hui pour financer les retraites. Sans parler de politique, il faut se constituer sa retraite, et l'investissement en bourse, pour moi, est un des piliers. Encore une fois, sans parler de trading, parce qu'on ne fait pas exactement la même chose.
Mais c'est vrai que tu as raison, c'est pour ça que ton approche, à mon avis, est intéressante. Dans tous les cas, je mettrai les liens de Ricardo Trading dans la description. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que c'est que l'investissement dynamique? Parce que sur la chaîne, on parle plutôt de trading. C'est quoi du coup l'investissement dynamique par rapport au swing trading, même par rapport au trading, peut-être pour des personnes qui sont totalement débutantes tout simplement? Alors, l'investissement dynamique, c'est vraiment l'idée que j'ai trouvé le mot il y a assez peu de temps finalement pour exprimer en une phrase, en un claquement de doigts, ce que je trouve comme étant le meilleur sur le marché. Mais c'est l'association, à vrai dire, de ce qu'on appelle l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parfois des combats, je ne sais pas si tu en as vu, mais des combats de coq entre l'idée que les gens qui font de l'investissement, ils ne regardent pas les graphiques, les traders qui disent c'est n'importe quoi, il faut regarder que les graphiques. Mon avis, je ne sais pas si c'est le tien, mais mon avis, c'est que coupler les deux, on peut, avec une méthodologie bien établie, rigoureuse, mais comme tout type de méthode sur les marchés, on peut obtenir des résultats très intéressants. Et juste pour résumer, quand j'ai commencé à reprendre et à faire que ça sur les marchés, je prenais des positions sur des actions où ça montait, ça prenait 10, 15, 20%, et puis je revendais, je faisais ce qu'on appelle du swing trading. Okay. Et de voir 6 mois plus tard le dossier avoir fait x2. Donc frustration. Et frustration. Frustration parce qu'à vrai dire, si tu regardes un peu les fondamentaux d'entreprise, ce qu'elle va devenir, ce qu'elle pense devenir, et puis finalement avec une certaine confiance que tu acquiers avec l'entreprise, tu te rends compte que tu peux avoir un taux de réussite qui soit assez fort dans ce domaine, dans ce mouvement-là, parce que tu as perçu les choses de manière perspicace, parce que tu sais lire ce qu'ils font. Et finalement, on va revenir au tout début de ce qu'on s'est dit, c'est que moi, j'ai été dirigeant. Je sais lire un bilan, je sais lire les comptes de résultats. Et je me suis dit, en me lançant, j'ai dit, mais on peut coupler les deux. Donc, investissement dynamique, ça veut dire, je suis investisseur, je peux rester très longtemps en imaginant qu'il y a 20 ans, j'aurais acheté un breakout, sur un support, enfin, une technique de trading qui m'aurait fait acheter Apple. Il est quand même dommage de se dire que j'aurais pris 10% sur Apple et puis d'avoir laissé les fois 10, fois 20 qu'il y avait derrière. Parce que finalement, les intérêts composés, c'est quand même la grande force qu'on dit tous, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Et aujourd'hui, ne pas profiter de l'intérêt composé, finalement d'un dossier qui monte continuellement, de manière long terme, eh bien c'est quelque chose de frustrant. Et finalement, on peut être, pas vraiment investi de manière définitive, parce que ça s'appelle le DCA. Moi, je suis quelqu'un qui lutte contre ce mode de fonctionnement, parce que c'est un fonctionnement qui interdit la vente, alors qu'on peut parfaitement vendre. Si aujourd'hui tu considères que Apple t'a fait x20 et que t'as fait l'essentiel de ce qui se passe et que tu ne penses pas que Apple va continuer à progresser, parce que tu as le sentiment que il est peut-être temps d'aller encaisser une partie de tes gains, voire de sortir du dossier. Et c'est ce que font tous les grands gérants. Quand tu prends Ray Dalio, tu prends même si Warren Buffett est depuis très longtemps sur Apple, un jour il sortira. Donc il est très vieux, mais et finalement quand tu regardes bien les grands qui ont gagné aujourd'hui dans le monde de l'investissement, c'est pas un investissement où j'ai des œillères, c'est un investissement où il y a une fin. Et donc à partir de ce moment-là, ça s'appelle plus c'est pour se distinguer vraiment de la notion du DCA ou du buy and hold. Je sais pas si toi tu connais, mais les gens ne connaissent peut-être pas, mais c'est vraiment acheter et puis fermer l'écran. Non, il faut rester dynamique, il faut rester en veille sur les valeurs, de telle manière à ce que s'il y a un incident grave dans l'entreprise, on puisse sortir. Je ne sais pas si en Suisse ils ont su un peu, mais en France on a eu un cas très grave qui s'appelle Orpea. C'est ce que j'allais dire. Orpea, c'est vraiment le cas. Orpea, c'est vraiment le cas où c'est vraiment l'action pépère qui s'est effondrée totalement. Puis c'était une entreprise extrêmement rentable en fait. Dans tous les cas, en investissement en bourse, il y a la psychologie aussi qui rentre un maximum à prendre en compte. Et c'est vrai que Orpea a perdu 80%. Assez rapidement, si je dis pas de bêtises. Maintenant, tu peux considérer que c'est 95%, 90%. Et après, justement, les personnes qui se sont mis à acheter Orpea, se disant c'est pas cher, c'est ce que font les particuliers, et c'est aussi un petit peu une erreur, et c'est aussi lié à la psychologie, comme je disais. Et ça a reperdu en fait 80% derrière, d'une certaine manière, sur un deuxième palier, en quelque sorte, avec une totale de baisse de... Avec des arguments qui avaient un sens intéressant pour les gens. Oui, mais il y a de l'immobilier. Et en France, ils sont passionnés, les Français sont passionnés d'immobilier. Il y a de l'immobilier, donc il y a de l'actif, donc ça va remonter. Et ça a effectivement redivisé par 5 derrière. Donc la lecture, si tu veux, de ce qu'est une entreprise et de ce qu'elle est. Alors c'est vrai qu'Orpea, ça avait monté pendant très longtemps. On peut parler même de Téléperformance en France aussi qui est en train de s'effondrer, et où on voit
sur les réseaux sociaux divers et variés. On voit des gens qui sont en train d'acheter un support parce que c'est une super boîte. Oui, c'est peut-être une super boîte, mais le contexte fait qu'on est en dangerosité sur le dossier et les gros sortent. C'est ça, tous les gestionnaires d'actifs ont vendu leur titre, ne voulaient plus être associés à ça par rapport à ce qu'on a connu sur site. Mais c'est intéressant. Donc toi, tu utilises à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse technique, et peut-être l'analyse technique pour optimiser tes entrées et tes sorties. Dans ce que tu appelles l'investissement dynamique. Et justement, c'est marrant, on en parlait récemment, j'ai interviewé une autre personne sur la chaîne YouTube, c'est Guillaume Lydie, que vous retrouverez l'interview sur cette chaîne. Et je lui ai demandé de préférer l'analyse fondamentale ou technique. Et c'est vrai que c'est toujours le même débat, entre guillemets. Il y en a qui vont dire non, l'analyse fondamentale pour le trading, ça sert à rien. Non, l'analyse fondamentale, c'est que pour le long terme. Et c'est vrai que coupler les deux, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus intéressant, y compris pour du trading où on va rester quelques heures en position. L'analyse fondamentale pour moi a du sens. Donc je suis plutôt d'accord avec toi à ce niveau-là. Et justement, comment trouver des bonnes actions pour quelqu'un qui est débutant, qui souhaite se lancer dans l'investissement dynamique comme tu le fais? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour trouver des belles boîtes pour investir? Alors, si tu veux, l'idée quand même à retenir quand même, la première, c'est que les gens doivent essayer de comprendre ce que fait l'entreprise en termes d'activité. Si à partir tout simplement comprendre simplement ce que fait l'entreprise, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'éliminer tout ce qui perd de l'argent. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas pourquoi. On est attiré les gens sont attirés comme des moustiques sur une lumière, sur une lampe, par les sociétés qui perdent de l'argent parce qu'elles disent qu'elles vont en gagner. Le problème, c'est que si elles en perdent, ça veut dire qu'elles n'en gagnent toujours pas et qu'il y a un risque de ne pas réaliser ça. Donc, il y a un manque. Vous devez avoir un manque de confiance dans quelqu'un qui ne gagne pas d'argent. D'ailleurs, si vous étiez dans votre vie personnelle, j'ai envie de dire, il faut rester très terre à terre. Si vous êtes dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez confiance dans quelqu'un qui rate tout ce qu'il réussit, tout ce qu'il fait, il le rate? Vous avez un peu, vous n'avez pas vraiment confiance. Donc, la notion de confiance dans l'entreprise, ça se crée au fur et à mesure du temps de ce que vous pouvez lire, de ce qui est fait, de ce qu'elle gagne et du développement du produit qu'elle propose. Aujourd'hui, je suis attiré par essentiellement des entreprises dont le produit vendu, alors produit ça peut être un service ou un objet, Apple c'est un téléphone mais ça peut être des services, et où je comprends ce qu'ils font et j'en trouve l'intérêt. Si vous voyez quelque chose où l'intérêt du produit, l'intérêt de ce qu'ils font est clair pour vous, j'ai envie de dire c'est le bon sens paysan finalement, c'est de dire ah ouais, si c'est intéressé, c'est dans le move de ce qui va se passer dans le futur. On cherche une société qui vend quelque chose aujourd'hui mais qui a de l'avenir, et j'insiste lourdement sur ça. C'est présent aujourd'hui mais c'est encore dans le futur. On va prendre l'exemple des voitures. Les voitures électriques, c'est déjà présent, on les voit dans nos rues, mais il y a encore un potentiel fort. Voilà, ça c'est un très bon exemple de domaine dans lequel on peut s'intéresser aux sociétés et qui gagnent de l'argent. Du coup, tu vas me dire, je pense à Tesla. Évidemment, je pense à Tesla. Mais il y a plein d'autres sociétés qui peuvent être dans ce move, dans d'autres activités qui font ça. Et à partir de ce moment-là, déjà, vous avez éliminé 90% de la cote. Et finalement, je dis pas que vous allez gagner parce que les marchés, et on l'a vécu en 2022, les marchés ont envoyé tous ces dossiers-là fortement à la baisse. Mais c'est peut-être des points d'entrée aujourd'hui sur du long terme pour des sociétés comme ça. Un autre truc sur lequel j'arrête pas de crier au scandale quand on vend l'idée qu'il faut acheter des sociétés qui donnent du dividende. Il faut savoir que le dividende, ce n'est que le résultat final après avoir gagné de l'argent. Donc c'est qu'un mode de rétribution à des actionnaires. Ce qu'il faut regarder, c'est d'abord comment elle constitue ses gains, comment elle gagne sa vie, comment elle fait pour se développer cette entreprise-là. Et c'est seulement après qu'il tombe un dividende par hasard. Je touche des dividendes par hasard. Mais c'est pas du tout l'intérêt qu'il faut porter aux entreprises. Je vois trop de gens vanter l'idée que plus il y a de dividendes, mieux c'est. Et c'est pas vrai. Et je pourrais le démontrer sur une longue explication, je pourrais le démontrer pourquoi. Ouais, et puis le risque parfois aussi, c'est des entreprises à dividendes qui essayent d'attirer du capital avec des dividendes importants. Et elles sont pas forcément en bonne santé. Il y a pas mal à mon avis, d'éléments à regarder. Je voudrais juste rebondir par rapport à Tesla. Tout à l'heure, tu parlais d'entreprises rentables. Tesla, entre guillemets, coûtait très cher. Alors, ça a un peu baissé, arrête-moi si je me trompe, mais coûtait très très cher par rapport à la rentabilité de cette entreprise. Si on la comparait, par exemple, à General Motors, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu penses justement de l'action Tesla? Alors certes, c'est potentiellement les voitures électriques, potentiellement l'avenir. Après, chacun a son avis sur le sujet. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que tu penses de son prix, le prix qu'avait Tesla? On investissait plutôt, on avait l'impression dans le dirigeant Elon Musk plutôt que
par rapport à ce que l'entreprise génère en fait. Alors, si tu fais de l'analyse fondamentale sur la partie valorisation, on peut pas dire que Tesla ait été à un moment donné très cher. À vrai dire, dans la valorisation, on a deux typologies de valorisation. On a la valorisation de ce qu'on appelle les values, les entreprises qui, je dirais, sont les grosses mémères ou, je sais pas, je pense à Danone par exemple, Danone où bon, ça monte et ça descend, mais à vrai dire, ça fait 10, 15, 20 ans que ça ne bouge plus. Ça, c'est ce qu'on appelle des values. Donc, parfois, c'est un peu bas et ça va remonter parce que ça vaut vraiment pas cher. Ça s'appelle des values. Mais dans le cas de Tesla, on n'est pas dans la valorisation type value. On est dans la valorisation type croissance. Et la croissance, on va avoir une valorisation qui va se faire en fonction du futur. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouves ça très, très cher si tu fais tes modes de calcul type Danone. Tu te retrouves avec un prix qui est complètement exorbitant, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas très cher par rapport à ce que ça va être dans 2 ans. Et c'est comme ça que Tesla a explosé sur les marchés parce qu'ils annonçaient, ils avaient clairement donné les éléments au marché pour dire c'est bon, on va faire les chiffres qu'on prévoit dans 2-3 ans. Et donc, ça a monté en avance. C'est-à-dire que la bourse anticipe toujours. Donc, si tu veux, à ce moment-là, on s'est retrouvé face à des gens qui disaient c'est très cher et moi, je trouvais ça pas très cher. Il se trouve que il y avait un Américain qui prévoyait des ventes à découvert sur Tesla aussi. Je sais pas si tu as suivi, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait un article justement sur Zone Bourse. Il y en a plus d'un. Il y en a plusieurs, mais un très 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 gros. Il y avait une vidéo qui a été faite, je crois, sur la chaîne, notamment de Tammy Kabash, c'est assez intéressant. Il parlait de ça. Et parce que Tesla, c'est un titre où il y a énormément de spéculation. Et effectivement, moi, je trouvais qu'on était presque sur une bulle, mais c'est mon avis sur Tesla. Mais je suis d'accord avec toi sur l'idée d'avenir du secteur. Ce qui fait que tu es en bulle, c'est quand tu es dans cette tendance haussière très forte où tu délivres les résultats et tout se passe bien, il n'y a pas de bulle. Et à un moment donné, ça devient une bulle parce que tu as un élément qui va te dire « Ah, je ne vais plus avoir cette dynamique future. Et là, les marchés recorrigent ce qu'on appelle les cash flows futurs et ça s'effondre. Et ça devient et après on dit c'est une bulle. Moi, j'ai envie de dire, oui, c'était une bulle, puisqu'elle a fortement baissé, puis elle a rebondi, elle est très violente, cette action. Mais à vrai dire, quand tu réfléchis bien, pourquoi elle s'est mise à baisser ? Elle s'est mise à baisser pour des raisons très simples. Elle s'est mise à brader ses voitures en Chine. Donc, baisse de marge, baisse de bénéfices potentiels, en tout cas, pas de gain bénéficiaire très, très fort. J'ai pas assez suivi le dossier pour, effectivement, et quand on corrige, généralement, tu sais, aux US, c'est très violent. Donc, à partir de ce moment-là, avec du recul, tu dis, ouais, c'était une bulle. Et moi, je te réponds non, il y avait une bonne raison pour que le prix qui était là-haut ne soit plus justifié. Et donc, ça a été corrigé. Parce que à côté de Tesla, qui a fait cette correction, tu peux avoir des actions, et c'est d'ailleurs en Europe où il y a le plus d'actions qui sont intéressantes sur ça, qui peuvent monter pendant 10, 15, 20 ans de manière assez régulière et sans être vraiment perturbées par des mouvements problématiques. Tesla est trop exposé, à vrai dire, sur plein de sujets son business. Mais tu as plein de sociétés qui vont très fort, très vite, très longtemps, et qui s'appellent des bulldozers, et qui n'ont pas cette problématique-là parce qu'elles n'ont pas à un moment donné une news qui a fait que mon futur n'est pas aussi beau que ce que je pensais. Je comprends. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Voilà. Donc la news, l'information qu'on obtient de la part des marchés financiers, enfin de l'entreprise sur les marchés financiers, il faut savoir la lire. Et l'analyse fondamentale, c'est vraiment ça, c'est de dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il dit dans son rapport ? Est-ce que c'est vraiment grave ou est-ce que c'est ponctuel ? Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel ? Aujourd'hui, je pense que Tesla a fait le gros de sa hausse parce que structurellement, il y a une guerre des prix qui a l'air de s'annoncer. Et au-delà de ça, est-ce que tu regardes un petit peu l'analyse comportementale ? Parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, de psychologie lorsqu'on parle d'investissement en bourse et surtout sur Tesla. C'est pour ça que je prends cet exemple qui est extrêmement intéressant. Tu regardes un peu l'analyse comportementale ? Oui, tu as un mot à dire par rapport à ça. Clairement, oui, il faut la regarder. Moi, j'ai été assez surpris, mais comme plein de monde, j'étais assez surpris par l'accélération qu'il y a eu sur Tesla. Mais finalement, qu'est-ce qui a fait ce mouvement en termes de comportement ? Tu te dis, mais c'est du délire, etc. Et finalement, tu te rends compte que on dit souvent c'est les particuliers qui ont un comportement complètement irrationnel, mais à vrai dire ça a été emmené par les gros. C'est pas les particuliers qui emmènent un Tesla au prix qu'il était pour arriver là où il était. C'est sûr. Donc t'as raison de le rappeler. Ouais. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est de voir les professionnels, les gros gérants. On peut parler de Arc, de Cathie Wood, qui achète, qui a raison finalement d'acheter, et qui provoque cette hausse et qui emmène le marché et qui joue du momentum. Bon, ok. Ce que je n'arrive pas à comprendre, par contre, c'est de rester en position sur la valeur,
parce que Cathie Wood n'a jamais vraiment vendu Tesla, alors que tu es sur des valos qui effectivement sont élevés et il faut délivrer. Et elle lit les rapports, elle se rend compte que ça va pas sortir comme on veut et elle ne sort pas. Ou alors elle est sortie mais elle l'a pas dit. Et donc si tu veux le comportement, j'ai envie de te dire, je vais être basique, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais quand tu vois une bougie rouge, je pense que tes lecteurs et tes auditeurs savent ce que je veux dire, mais une bougie rouge assez importante par rapport à celle qu'il y a eu avant et puis où il y a du volume accompagnateur, je pense qu'il faut entendre ce que dit le marché. Oui, une bougie de contrôle, bien sûr. Il faut réagir par rapport à ça, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon sens, quoi. Ok. Bon, c'est assez intéressant ce que tu nous dis. Alors justement, j'ai une autre question qui me vient en tête là par rapport à tes investissements dynamiques. Combien on peut faire? Alors en moyenne, c'est assez difficile de donner une réponse, mais en termes de performance, qu'est-ce qu'on peut viser, targeter avec ce type d'investissement dynamique? Moi, je pense qu'il faut pas réagir en pourcentage de gain, parce que si tu dis super, si on se faisait l'interview début 2021, je t'aurais répondu moi j'ai fait 150% l'an dernier. Sauf que c'est un mensonge, parce qu'on sait très bien, toi et moi, que c'est juste parce qu'il y a un marché. C'est le marché qui apporte la performance. C'est pareil en trading. Parfois, on fait des mois où on gagne pas d'argent. On va se dire, les particuliers vont se dire, mais je suis nul. Non, c'est que le marché n'a pas donné ce qu'il devait donner. Et à vrai dire, pour moi, il vaut mieux comparer à certains indices et se comparer à certains indices par rapport au SP500 par exemple. Voilà, le SP500. Moi, je suis plus Nasdaq parce que comme je suis plutôt sur des valeurs croissance, il est intéressant de se comparer à de la croissance américaine. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à dire, j'ai un repère spatio-temporel qui est intéressant, c'est le Nasdaq. Même si tu dis que c'est autre chose, il y a des indices tech sur l'Europe qui sont intéressants. Il y en a un qui est en Allemagne qui s'appelle le Tech DAX, qui est intéressant. Et tu peux te comparer à ça. D'ailleurs, se comparer au CAC 40 me paraît être pas du tout intéressant par rapport à sa structuration. Et si tu veux, après, moi l'idée que l'investissement dynamique te propose, c'est comme tu choisis normalement, tu choisis des valeurs qui sont quand même triées sur le volet et qui ont éliminé tout ce qui est un peu moins intéressant, tu dois surperformer les marchés. Alors maintenant, de dire si c'est 10, 20, 30% par an, moi bien sûr, je comprends. Ça dépend de tes chances. Une réponse. Mais voilà, globalement, ce qui est intéressant, c'est sur 2022, par exemple, quand ça baissait de 30%, si tu as fait moins 10, moins 15, est-ce que tu as été mauvais? Moi, j'ai envie de dire non. Pas nécessairement, mais tu sais que l'immense majorité des gestionnaires de fortune ou de conseillers ou ces professionnels-là font généralement sous-performent les indices. Oui, c'est d'ailleurs dû aux frais notamment, mais c'est important de le comprendre. J'ai créé un indice ça fait 3 ans que j'ai créé un indice le 1er janvier 2020 qui s'appelle l'indice des pépites. Alors ceux qui suivent ma chaîne, ils le connaissent. Et c'est un indice qui surperforme les marchés, que ce soit le Nasdaq, le CAC 40, etc. Et finalement, au bout de 3 ans, j'ai pu faire des statistiques parce que j'avais trouvé les stats qui me correspondaient par rapport à tous les fonds de gestion qui étaient sur le marché européen, puisque l'indice n'est que sur des valeurs européennes qui sont dans le PEA. Et l'indice, alors sur 2500 fonds, l'indice sortait 6e. Ok. Donc, tu vois, en surperformance sur les indices, mais en surperformance par rapport à la moyenne des gérants professionnels, avec des mouvements très très faibles, et en plus sans stock picking. C'est-à-dire vraiment, c'est des valeurs que j'aime bien, je les mets dans l'indice, puis on verra bien ce que ça donne. Très bien. Donc, si tu veux, quand tu sélectionnes tes valeurs, si le marché veut bien t'emmener les dossiers, eh bien, tu te retrouves dans une situation de surperformance naturelle de ton. Ça aurait pu être un portefeuille. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être un portefeuille réel et qui aurait mouvementé d'une manière intéressante. Donc, et en moyenne, tu restes combien de temps sur tes positions? Si tu as peut-être une idée à nous donner pour que ce soit encore plus concret. Alors ça peut être quelques jours parce que le marché t'invalide un scénario qui ne te convient pas. Mais tu vois là actuellement j'ai un dossier que j'ai depuis 2021 en portefeuille. Ok, ouais, donc ok. Et je peux en parler, d'ailleurs, elle s'appelle Cyberoo, c'est une toute petite société italienne qui fait de la cybersécurité et que je trouve extraordinaire sur le marché italien. Et aujourd'hui, voilà, j'ai jamais été invalidé, les news sont toujours bonnes, vas-y, vogue, et c'est un dossier où je dois être à x2 sur c'est pas très important, mais le problème c'est que le prix où elle est encore pas chère du tout et elle peut encore m'emmener beaucoup plus loin. Et là, les intérêts composés, ce dont je te parlais tout à l'heure,
valeurs peuvent être assez exceptionnelles. Bien sûr. Et tu utilises des stop-loss, sachant que tu as investi au comptant, on est trading où il y a potentiellement de l'effet de levier ou ce genre de choses. Vu que tu as investi au comptant, est-ce que sur tes titres, tu mets des SL ou tu gères ça toi directement au moment où tu le souhaites, en fait, vu que tu vas pas chercher que quelques points, tu vas chercher les amplitudes bien plus importantes qu'un trader. Comment tu gères tes risques, en fait? Alors, à vrai dire, aujourd'hui, la notion de risque, j'ai un argument qui est très simple. Alors, attention, moi, je fais du scalping à côté pour défouler un peu l'envie de trader, pour bien séparer les choses, pour que mon cerveau soit satisfait. Mais quand je suis dans ces positions-là, je suis dans l'invalidation de scénario. L'invalidation de scénario, ça va être un marché qui prend qui a une statistique quelconque, qui va te dire le marché va se retourner et tu sens que tu es sur un haut de marché et que ça va se retourner. Ça a été mon cas en 2022, au tout début 2022. Moi tout était haussier et j'étais en train de dire mais ça va se retourner violemment. Ça a été le cas. Et si tu veux, à un moment donné, tu te dis si cette valeur-ci, elle passe tel niveau, alors moi je suis en daily, j'invalide toujours en daily. En fin de journée, je vais clôturer une position qui casse un scénario de hausse ou d'un range qui va être cassé vers le bas, mais je vais toujours attendre la fin de journée. Ok, super intéressant. Et justement, tu vas utiliser quoi comme plateforme ou comme broker pour faire tes investissements, parce que c'est encore une fois différent du trading. Donc, je pense que c'est intéressant que tu partages ça à la communauté IGK Trading. Tu utilises quoi comme plateforme, si tu peux le dire, ou broker? Je ne sais pas si les Suisses seront intéressés par le broker que je prends. Ouais, bien sûr, il y a aussi des Français. Ouais, les Français connaissent beaucoup certains que je vais pas citer. Moi personnellement, celui qui est le meilleur par rapport à la typologie d'investissement que je fais, c'est que ce soit clair, par rapport à la typologie d'investissement que je fais, comme quoi un broker correspond. Bien sûr, ça je suis d'accord avec toi. Darwinex par exemple, c'est quelque chose qui est complètement à part par rapport à ce que je. C'est plus trading Darwinex, même si c'est une marque blanche d'Interactive Broker, ils ont aussi des produits qui peuvent être intéressants pour de l'investissement, mais de toute façon, on peut avoir aussi plusieurs brokers, plusieurs plateformes, et d'ailleurs, c'est plutôt conseillé pour limiter les risques. Et donc, du coup, dis-nous tout. Ouais, du coup, sur mon PEA, qui est une enveloppe fiscale défiscalisante sur la France, pour mon PEA, et sincèrement, j'arrête pas de le dire, et j'ai aucun accord avec ces gens-là, c'est juste parce que je trouve que c'est les meilleurs, c'est Crédit Agricole Investor Intégral. Alors, dans la Store. Invest Store. Ok, très bien. Intégral, c'est important parce que tu peux avoir Pro Real Time gratuitement dedans, etc. Et aujourd'hui, en termes de coûts, c'est intéressant. En termes de marché potentiel et d'ouverture de marché sur le marché européen, pour le PEA, c'est l'un des seuls qui propose vraiment d'avoir dans ton PEA, donc en défiscalisation, d'avoir une valeur norvégienne, une valeur espagnole, une valeur italienne, autrichienne ou allemande, enfin etc. Un peu n'importe où en Europe. Et pour moi, je vois que il y a que deux brokers qui font vraiment ça sérieusement pour le PEA, pour l'accès au PEA, et qui permet vraiment aux gens d'avoir tout ce qu'ils veulent en Europe. Et Dieu sait que l'Europe suffit largement pour trader sur les marchés. Et en plus, c'est vraiment pas très cher. Ça réagit bien. Hein. Toi aussi, je sais que tu dois regarder les carnets d'ordre. Le carnet d'ordre est vraiment bien travaillé. Quand vous passez des ordres un petit peu un pays éloigné, on peut stresser de savoir si on va passer en premier. Crédit Agricole passe vraiment en premier. Et puis Crédit Agricole, c'est pas une banque qui va se casser la figure demain, quoi. C'est vraiment un monstre en France. C'est une licence bancaire, on va dire. Voilà. Donc ça c'est bien. Et tu fais ça avec ProRealTime du coup? Tu peux connecter cette banque avec ProRealTime? Oui, voilà, ils ont PRT qui est oui, alors excuse-moi, PRT. ProRealTime est professionnel. Ouais, des pros ça. Mais ProRealTime est fourni gratuitement sur la plateforme à une condition d'une certain nombre d'ordres, etc. Mais qui est vraiment assez faible finalement. Okay. Donc si tu veux, aujourd'hui l'offre est assez sympathique. Alors je sais qu'il y en a beaucoup de gens apprécient TradingView, mais voilà, PRT suffit. Hein. Sur l'investissement dynamique, on n'est pas non plus en train de surveiller au point près les choses. Donc, c'est pas avoir une plateforme qui soit hyper réactive au top niveau mondial. Moi, c'est pas du scalping de toute façon. Donc, il n'y a pas tous les mêmes besoins. Et tu utilises quoi comme site? On a parlé un petit peu avant de démarrer cette discussion. Tu utilises quoi comme site pour justement trouver les informations sur ces entreprises, même pourquoi pas pour t'aider dans ton analyse technique? Est-ce que tu as des sites à recommander? Donc encore une fois, plutôt pour de l'investissement que pour du trading, je précise. Ouais, de toute façon, c'est vraiment les supports sur lesquels je travaille avec mes élèves pour les former. Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin d'outils pour pouvoir canaliser un petit peu leurs connaissances et pouvoir les utiliser. Parce que moi, je les entraîne en plus.
Et je sais pas si tu le fais aussi, mais moi je fais une formation où je les mets face à la décision, c'est-à-dire que je leur fais exécuter le travail qu'ils apprennent. Il y a toute une phase d'exercice qui peut être qui est très concrète, quoi. Qui est assez révélatrice de leur psychologie. Et donc ils utilisent 12 outils essentiels qui sont sincèrement, moi je trouve formidables. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais pour moi c'est Zone Bourse d'un côté où on va faire, c'est un peu ton centre de recherche. Est-ce que cette valeur est intéressante? Alors je apprends comment utiliser, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas vraiment de notice comment utiliser ce site, et il est très très profond, et finalement il faut aller droit au but pour gagner du temps et être efficace dans sa recherche et pour t'as la version gratuite de Zone Bourse ou t'as leur version payante premium? Parce que je sais qu'ils ont une version premium. Oui, alors la version simple suffit ou? Non, la version simple ne suffit pas. La version simple est trop restrictive par rapport à ce qu'ils proposent. C'est bien de le préciser. Ok. Oui, effectivement, mes élèves, je leur dis de s'abonner. Alors là encore, je n'ai pas de lien commercial avec eux. C'est vraiment parce que c'est l'outil que je trouve le meilleur par rapport à la recherche en investissement. Ouais, bien sûr. Ok. Ensuite, dans leur quotidien, dans leur suivi, dans tout ce qu'ils font faire autour, je leur préconise vraiment. Pour moi, c'est la meilleure plateforme. Alors, hormis ce côté recherche de valeur, au niveau screener, etc. Mais pour tout le reste, c'est Investing qui, pour moi, est vraiment la plateforme la meilleure, gratuite. Voilà, là-dessus, on est d'accord. Il y a un peu de pub partout. Ouais, on est d'accord. Ce que j'utilise, non, mais c'est vrai que c'est très bien Investing. Surtout pour le trading, hein. Après pour l'investissement aussi du coup j'imagine, mais pour le trading c'est vrai que c'est idéal, hein. J'ai pas trouvé mieux. Les notions de portefeuille, etc. Gérer aussi les news économiques, etc. Moi sincèrement je trouve que c'est le top. Et si tu veux à partir de ce moment-là, voilà, avec 2 outils on a largement ce qu'il faut. Maintenant la grande question, parce que plein de gens vont dire ah super je vais le faire. Mais comment je fais pour l'utiliser de manière efficiente? Alors je sais que toi tu formes tes gens sur ça. Moi aussi je le fais parce que quand on creuse vraiment les menus et qu'on sait ce qu'on cherche et qu'on trouve ce qu'on veut, c'est franchement on a des gains de productivité entre guillemets de temps de recherche, de temps de gestion de notre portefeuille, des sociétés qu'on surveille. C'est vraiment top niveau. J'ai pas trouvé mieux ailleurs et ça fait des années que ça dure. Ok, super intéressant. Je les mettrai en description ces sites, même si j'en parle assez souvent également sur d'Investing. Et peut-être pour terminer, alors toi tu fais plus de l'investissement, on l'a bien compris, investissement dynamique, je précise, j'aime beaucoup ce terme, c'est pour ça que je le répète. Quel est ton avis sur le trading et pourquoi tu fais pas plus du trading? Pourquoi plus de l'investissement? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes raisons? Puis après on va clôturer sur cette question. Je crois qu'il faut juste accepter une chose, c'est que même si on est passionné, on a le droit d'être mauvais. Moi, j'ai pas réussi à trouver ma martingale à moi qui a fait que je gagne sur les marchés en trading court terme. Et puis, chemin faisant, j'ai d'autres activités, comme je te l'expliquais, de chroniqueur, etc., qui font que je peux pas être présent. Il y a un besoin de concentration sur du trading qui font que j'arrive plus à consacrer l'énergie qui est nécessaire à ça. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment accepter que on sera pas le meilleur, on n'est pas le meilleur. Et finalement, c'est en retrouvant mes compétences que j'ai, je savais même plus que je les avais, simplement me dire mais analyse-toi et de regarder qu'est-ce que je vaux. Finalement, je sais lire un bilan et je me suis dit mais est-ce que je peux pas aller plutôt vers les actions et peut-être travailler autrement grâce à cette expertise-là et ton expérience. Alors après, tout à l'heure, tu parlais de scalping. Moi, le scalping, tu vois, typiquement, c'est un type de trading que je déconseille à ma communauté, surtout pour les débutants, parce que j'ai travaillé pour un courtier, pour ne pas le citer, Admiral Markets pendant 3 ans. J'étais broker et analyste marché et j'ai vu passer beaucoup de clients, Richard, et la plupart des gens qui perdaient faisaient du scalping. Et pour moi, du coup, le type de trading qui est intéressant, c'est plutôt le day trading ou le swing trading, parce que on a besoin on est moins, si vous voulez, sur les marchés. On va pas passer des milliards d'ordres, on va pas payer des milliards de commissions de brokers. On va passer 3-4 trades par semaine et c'est pour moi ce type de trading là qui peut être adapté à un débutant, mais ça demandera quand même du temps pour se concentrer. On a parlé d'investing, le calendrier économique et le reste. Et ce que je pourrais dire pour terminer cette vidéo, c'est que c'est super intéressant de coupler trading et investissement en bourse. Alors moi je le fais avec des ETF, je vais vous sortir du contenu dessus, mais ça peut très bien être avec de l'investissement dynamique. Vous retrouverez les infos encore une fois de Richard dans la description, mais faire les deux ça peut être pas mal. Et j'ai aussi des personnes que j'accompagne qui gagnent de l'argent avec du day trading et qui vont du coup aussi
investir ses gains ou une partie dans de l'investissement long terme. Oui, et c'est super intéressant de faire un petit peu les deux, puis on peut aller plus loin aussi, proposer des services autour du trading, faire de l'immobilier. Il y a plein de façons aussi. J'allais le dire, c'est quelle que soit la forme de trading plus ou moins court terme que tu fais. Moi, j'ai deux typologies d'élèves qui viennent. Bon, il y a celui qui perd, qui n'arrive pas à trouver sa martingale, effectivement. Mais j'ai l'autre typologie qui commence à venir. C'est celui qui a gagné beaucoup dans son trading, alors qu'il soit plus ou moins court terme, et qui cherche à investir ses gains, effectivement. Et là, par contre, il est face à une méconnaissance et à une complication qui est, je sais pas faire de fondamental, je sais pas quoi acheter pour investir. Et là, puis c'est deux approches différentes dans tous les cas. Même si c'est lié, mais ça reste quand même différent en fait. Ouais. Et c'est des gens qui peuvent être très très bons dans le futur parce que tout simplement ils savent ce que c'est que le trading, donc ils savent invalider, ils savent ne pas insister, ils savent ne pas conserver une position qui est baissière. Ouais. Et en même temps, s'ils arrivent à dire ok, je vois que ce dossier-là est intéressant, sincèrement, ils peuvent s'éclater. Ça peut être très intéressant. Après, le scalping, moi, je fais une méthode qui gagne, mais ça fait des années que je suis sur les marchés et je sais aussi que j'ai perdu fut un temps parce que j'étais trop. Mais le scalping, pour moi, c'est bien, mais c'est plus pour les professionnels. Genre, commencer par le scalping, c'est. Oui, on est bien d'accord. Parce que ça attire, et puis encore une fois, c'est les brokers qui communiquent dessus, parce qu'ils passent le plus d'ordre possible, plus de spread, ci et ça. Et voilà, et c'est les chiffres d'ailleurs de l'AMF pour ceux qui sont en France, ça montrait que le type de trading le plus dangereux était le scalping. Plus les clients passaient trop de trades, plus ces clients perdaient. Et j'étais en coaching ce matin, un client qui a un petit peu écouté ce que je lui dis, il passe 3 trades par semaine, ça va beaucoup mieux que quand il en passe 10. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Non, il faut vraiment faire ça en connaissance de cause. Moi, je fais ça parce que j'ai peu de temps à consacrer et c'est dans des créneaux horaires avec bien spécifique, une typologie très claire et très établie. Et je fais très peu de séances parce que il y a très souvent, j'ai pas les conditions qui me conviennent pour pouvoir. Bien sûr. Je crois que le plus important, quelle que soit la forme de trading qu'on fait, ne jamais forcer un trade, ne jamais forcer rentrer de manière quand on a le moindre doute, on ne rentre pas. Voilà. Exactement. Il faut être paranoïaque sur les marchés. Parfois. Après, il faut avoir confiance aussi. C'est compliqué, il y a beaucoup de psychologie, mais comme dans tout, et l'avantage, c'est que ça se travaille. C'est pour ça que c'est passionnant en même temps. Voilà. Bien sûr. Clairement. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir dans cette émission. Encore une fois, tous les liens dans la description. N'hésitez pas également, ceux qui souhaitent apprendre le trading. Vous avez une formation qui est toujours accessible gratuitement via nos partenaires. Pour combien de temps, je sais pas, c'est jamais évident. Vous avez aussi les accès payants immédiats. Si on profite, ça fait jamais de mal à le rappeler. Et tous les liens dans la description. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo. Et Richard répondra si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou des sujets qu'on n'a pas évoqués, on pourra potentiellement refaire une vidéo. Merci à tous. On peut peut-être juste leur dire le nom de ma chaîne. Comme ça. Ouais. Fondamentalement Bourse, si je dis pas de bêtises. Exactement. Fondamentalement Bourse. Voilà. Parfait. Allez, à plus tard, Ricardo. Merci beaucoup.